Je m'appelle Inès Darvishi. J'ai 28 ans, un master en droit international obtenu avec mention très bien, un appartement que j'ai loué moi-même dans le 7e arrondissement de Paris, un compte en banque alimenté par mon propre travail au cabinet Moreau & Associés, et une famille qui, depuis toujours, a considéré tout cela comme un détail sans importance face à une seule priorité absolue. Me marier avec l'homme qu'ils avaient choisi pour moi. Pas n'importe quel homme. Le fils d'une autre famille iranienne, établie à Lyon, prospère, respectable aux yeux de la communauté, et surtout, c'est le mot que ma mère utilisait avec une ferveur quasi religieuse, convenable. Reza Shirazi, 32 ans. Ingénieur dans une entreprise de BTP familiale. Des manières polies en société. Un sourire que je trouvais vide. Et une façon de me regarder qui m'avait toujours donné l'impression d'être une acquisition plutôt qu'une personne. Tout avait commencé officiellement 3 mois plus tôt, lors d'un dîner que mes parents avaient qualifié de « simple réunion de famille ». J'aurais dû me méfier du fait qu'ils avaient sorti la vaisselle de porcelaine, celle qui ne sortait que pour les grandes occasions. J'aurais dû me méfier du parfum de ma mère, trop élaboré pour un samedi soir ordinaire, et du costume de mon père, impeccablement repassé. J'aurais dû me méfier de tout. Mais j'avais 28 ans, et une naïveté résiduelle que je n'avais pas encore tout à fait réussi à extirper de moi-même, ce sentiment que mes parents, malgré tout, me respectaient assez pour ne pas me tendre un piège aussi grossier. J'avais tort. Reza était là avec ses parents. Sa mère, Madame Shirazi, portait des bijoux en or massif et souriait avec l'expression de quelqu'un qui a déjà gagné une partie sans que l'adversaire ait eu conscience qu'elle avait commencé. Son père serrait la main de mon père avec une chaleur que je reconnaissais comme celle des affaires conclues. Et Reza me regardait avec ce sourire poli et vide que je connaissais déjà. On m'avait présenté à lui 6 mois auparavant lors d'un mariage communautaire. Et j'avais pensé à l'époque qu'il était simplement un garçon quelconque parmi d'autres garçons quelconques. Je n'avais pas imaginé que mon avenir était en train de se décider autour de ce regard-là. Ce soir-là, après le dessert, mon père avait annoncé avec une voix grave et solennelle, comme s'il lisait un décret présidentiel, que les 2 familles avaient convenu d'une union entre Reza et moi, et qu'il espérait que j'étais aussi heureuse qu'eux de cette perspective. Il y avait eu un silence. J'avais regardé ma mère. Elle regardait la nappe. J'avais regardé mon frère Darius, assis en face de moi, qui avait la même expression que quand il regardait des matchs de football. Une expression d'attente passive, sans implication. Puis j'avais dit, aussi calmement que possible, que non, je n'étais pas d'accord, que je n'avais pas l'intention de me marier avec quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'avais une vie, un travail, des projets, et que cette conversation aurait dû avoir lieu avec moi, avant de se tenir sans moi. Ce qui avait suivi avait duré des semaines, des appels téléphoniques, des visites inopinées à mon appartement, ma mère qui pleurait, mon père qui ne pleurait pas mais qui utilisait ce silence lourd, cette façon de ne pas répondre à mes messages pendant des jours, comme une forme de punition affective que j'avais appris à redouter depuis l'enfance. Des arguments qui revenaient en boucle. La famille Shirazi était respectable, Reza avait une situation stable, à mon âge ma mère était déjà mariée depuis 5 ans, qu'est-ce que j'attendais exactement? Un prince enchanté? La vie n'était pas un roman, le bonheur ne ressemblait pas à ce qu'on voyait dans les films français, et l'argument massu, celui qui revenait toujours en dernier recours, après tout ce qu'ils avaient dit fait pour moi. Je connaissais cet argument par cœur. Il avait la texture d'une vieille blessure qu'on rouvre méthodiquement. Oui, ils avaient émigré d'Iran avant ma naissance. Oui, mon père avait travaillé comme comptable dans une entreprise qui ne reconnaissait pas ses diplômes iraniens pendant des années, avant de monter sa propre petite affaire. Oui, il m'avait payé mes études, le baccalauréat, la licence, le master. Oui, et j'étais reconnaissante. Mais la reconnaissance n'était pas une monnaie d'échange valable contre ma liberté de choisir l'homme avec qui je passerais le reste de ma vie. Je savais que dire cela les blessait. Je le disais quand même, parce que c'était vrai, et parce que j'avais passé suffisamment de temps dans les prétoires à apprendre qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas continuer à taire sans se perdre soi-même. Pendant ces semaines de pression, j'avais continué à vivre, à travailler, à instruire mes dossiers, à déjeuner avec ma collègue Yael qui m'écoutait avec une attention que je lui étais profondément reconnaissante, à appeler mon amie Chloé qui me disait avec l'indignation franche des gens qui ont grandi dans des familles moins complexes que tu dois leur tenir tête, que c'était illégal, que personne ne pouvait te forcer. Je savais que c'était illégal. J'étais avocate. Mais la loi et la pression familiale sont 2 choses différentes. Et la pression familiale,
quand elle s'exerce depuis l'intérieur de vous-même, depuis l'endroit où vous avez appris à aimer et à chercher l'approbation, peut faire des choses que la loi ne peut pas mesurer. Et puis, il y avait eu le dimanche de la décision. C'était un dimanche d'octobre. Le ciel de Paris était le gris particulier des dimanches d'automne, et j'avais reçu un message de mon père à 7 heures du matin. « Viens dîner ce soir. C'est important. Ne dis pas non. » Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. J'aurais pu ne pas y aller. J'aurais pu bloquer leur numéro et laisser les semaines passer jusqu'à ce que la situation se dénousse d'elle-même, comme un fil qu'on cesse de tirer. Mais je ne pouvais pas. Pas parce que j'avais peur. Parce que malgré tout, ils étaient mes parents. Et il y avait encore en moi cette partie irréductible qui espérait, même contre toute évidence, qu'il était possible de résoudre cela par la parole. Je m'étais rendue chez eux dans le 14e arrondissement, dans l'appartement de mon enfance aux odeurs de safran et de papier journal. Ma mère avait cuisiné un gourmet sabzi qui embaumait toute la cage d'escalier. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, en costume, ce qui était mauvais signe. Darius était là aussi, ce qui était inhabituel, et donc très mauvais signe. Et dans le salon, assis sur le canapé recouvert d'un tissu fleuri que ma mère avait ramené d'un voyage en Iran 20 ans plus tôt, il y avait un homme que je ne connaissais pas mais dont j'allais apprendre qu'il était un ami notaire de la famille Shirazi, et il y avait, posé sur la table basse avec une affectation de document officiel, ce qui ressemblait à un contrat de mariage pré-rédigé. J'avais regardé ce papier, puis j'avais regardé mon père, puis ma mère. Mon père s'était levé et avait fermé la porte du salon avec un geste calme et délibéré. Il s'était appuyé contre elle, pas de manière menaçante. Je veux être précise là-dessus. Il n'a jamais levé la main sur moi de sa vie, et il ne l'aurait pas fait ce soir-là. Mais il se tenait devant la porte, dans le sens le plus littéral du terme, avec cette expression de quelqu'un qui a décidé que cette fois-ci, la conversation irait jusqu'à son terme. « Assieds-toi, Inès, on va parler. » Et là, au lieu de la panique ou des larmes que peut-être ils attendaient, j'avais souri. Un sourire que je n'avais pas vraiment choisi, qui était venu de quelque part de plus profond que la raison, du même endroit d'où viennent les décisions qu'on prend quand on a enfin compris qu'il n'y a plus rien à perdre. Je m'étais assise. J'avais regardé le contrat, et j'avais dit, très doucement, d'une voix parfaitement posée, « Vous auriez peut-être dû vérifier ce que j'ai déposé hier. » Il y avait eu un silence. Ma mère avait regardé son téléphone. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est le réflexe contemporain face à l'incompréhension, et puis elle s'était mise à crier. « Laissez-moi vous raconter ce que j'avais déposé la veille, parce que cette histoire ne commence pas dans ce salon. Elle commence 2 semaines plus tôt, quand j'avais enfin compris que la pression ne cesserait pas d'elle-même, qu'elle irait en s'intensifiant, et que la seule façon de la stopper était de changer les règles du jeu de manière définitive et irréversible. J'étais avocate. Je savais comment les règles fonctionnaient, et je savais que certaines protections n'existaient que si on les activait soi-même, si on prenait la peine de les rendre formelles, traçables, impossibles à ignorer. La première chose que j'avais faite, 2 semaines avant ce dimanche, était d'appeler Maître Fontaine, une avocate que je connaissais de réputation pour son travail sur les droits des femmes et les mariages forcés, et de lui demander un rendez-vous. Pas parce que j'avais besoin d'elle pour agir, j'étais parfaitement capable d'agir seule, mais parce que j'avais besoin d'un témoin professionnel, de quelqu'un dont la présence dans le dossier signifiait que tout ce qui se passait était désormais documenté par une tierce partie indépendante. Maître Fontaine m'avait reçu dans son cabinet du 2e arrondissement, avait écouté mon récit avec cette attention particulière des gens habitués à entendre des histoires difficiles sans les laisser les affecter de manière non productive, et avait dit « Vous avez raison de venir. Documentons tout. » Ce que nous avions documenté ensemble était simple, mais solide. Une déclaration manuscrite et signée de ma part, décrivant les pressions subies depuis 3 mois, les dates, les circonstances, le nom des personnes impliquées. Tous les SMS que j'avais reçus de mes parents et de Darius pendant ces semaines, transférés, horodatés, archivés. Un journal que j'avais commencé à tenir le soir du premier dîner et que j'avais continué à rédiger chaque jour depuis, avec les détails des conversations, les arguments utilisés, les pressions exercées. Et, surtout, ce que j'avais déposé la veille du fameux dimanche au commissariat du 7e arrondissement, une main courante détaillée, accompagnée d'une copie de tous ces documents,
signalant les pressions en vue de mariage forcé exercées par ma famille et demandant que cela soit officiellement enregistré. Une main courante n'est pas une plainte. Elle n'enclenche pas automatiquement une procédure pénale. Mais elle existe. Elle est datée. Elle est tamponnée. Elle est dans le système. Et si quoi que ce soit devait se passer par la suite, si la pression devait se transformer en contrainte physique réelle, si je devais disparaître, ou si quelqu'un venait à prétendre que j'étais partie de mon plein gré quelque part, cette main courante était là, comme un fil d'Ariane que j'avais tendu moi-même avant d'entrer dans le labyrinthe. En plus de cela, j'avais envoyé la veille un email à une amie de confiance, Camille, avec en pièces jointes l'ensemble des documents, et avec une instruction simple. Si je ne lui envoyais pas un message de ma part d'ici le lendemain à 22h pour lui dire que tout allait bien, elle devait contacter Maître Fontaine et le commissariat. Camille avait répondu en 3 minutes. « Compris, je suis là. » 2 mots. Il m'avait donné une force que je ne savais pas encore que j'avais besoin d'avoir. Et j'avais posté sur mon compte Instagram privé, accessible uniquement à une vingtaine d'amis proches, une story qui disait simplement « Grosse journée demain. Vous saurez tout lundi. » Ça aussi, c'était une forme de témoin, une façon de rendre visible, même indirectement, que quelque chose se passait, que des gens savaient que quelque chose se passait, que je n'étais pas seule dans ce qui allait se jouer. Voilà ce que j'avais déposé la veille. Voilà pourquoi je souriais. Maintenant revenons dans ce salon. Ma mère avait regardé son téléphone parce qu'elle venait de recevoir, au moment précis où je prononçais cette phrase, une notification d'Instagram. Elle avait ouvert l'application par réflexe. Elle avait vu la story que j'avais postée le samedi soir. Elle avait compris, avec l'intelligence rapide des mères qui connaissent leurs enfants mieux qu'elles ne veulent l'admettre, que cela signifiait que des gens en dehors de cette pièce savaient qu'il se passait quelque chose ce soir-là. Et elle s'était mise à crier parce que la peur est parfois plus forte que la dignité, et parce qu'elle voyait peut-être pour la première fois ce que signifiait concrètement le fait que j'étais une professionnelle du droit qui s'était préparée à cette conversation avec tout l'outillage de sa profession. « Qu'est-ce que tu as fait ?» criait-elle. « Qu'est-ce que tu as fait, Inès ? Tu nous as dénoncés ? À qui tu as parlé ? Qu'est-ce que tu as raconté ?» Et mon père, qui ne criait pas, qui n'avait pas bougé de la porte, me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus complexe, quelque chose qui ressemblait, si je suis honnête, à une forme de reconnaissance mêlée d'inquiétude. La reconnaissance que sa fille avait fait quelque chose de réfléchi et de courageux, et l'inquiétude de ce que cela signifiait pour la suite. Je les avais laissés parler. J'avais laissé ma mère finir sa phrase. Puis j'avais dit, toujours avec la même voix posée, « Je n'ai dénoncé personne. J'ai protégé mes droits. Ce que vous essayez de faire ce soir, c'est illégal. Le mariage forcé est un délit pénal en France, passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. J'ai déposé une main courante hier au commissariat du 7e. Elle est enregistrée. Maître Fontaine, qui me représente, en a une copie. Mon amie Camille en a une copie. Si je ne lui envoie pas un message ce soir avant 22h, elle contacte la police et mon avocate. » J'avais fait une pause. « Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous proposer une alternative à ce que vous avez prévu ce soir. » Le silence qui avait suivi était d'une qualité différente de tous les silences que j'avais connus dans cette famille. Ce n'était plus le silence de la punition ou de la déception. C'était le silence de gens qui recalibrent, qui recalculent, qui essaient de comprendre ce qui vient de se passer et ce qui est encore possible. Le notaire, l'ami de la famille Shirazi, avait ramassé discrètement ses papiers et avait murmuré quelque chose à propos d'un appel téléphonique urgent. Il n'était plus là 5 minutes plus tard. Darius regardait ses mains. Je n'avais pas eu besoin de crier. Je n'avais pas eu besoin de pleurer. Ces 2 choses, j'avais passé des semaines à m'entraîner à les éviter, parce que les larmes et les cris sont des armes émotionnelles dans une guerre émotionnelle, et je ne voulais pas que cette conversation soit une guerre émotionnelle. Je voulais que ce soit ce qu'elle était en réalité, une conversation sur des droits, sur des lois, sur la différence entre une famille et une institution d'oppression. Ces choses-là se disaient le mieux avec une voix calme. L'alternative que je leur avais proposée était la suivante. Je les aimais. Je voulais continuer à les voir, à passer des fêtes avec eux, à manger le gourmet sabzi de ma mère le dimanche, à appeler mon père pour lui demander son avis sur des décisions professionnelles, parce que malgré tout, il avait un sens pratique des affaires que j'admirais. Je voulais que nous soyons une famille, mais une famille dans laquelle j'étais une adulte avec une vie à moi et non une fille à placer. Je n'épouserais pas Reza Shirazi.
Je ne me marierais avec personne qu'il me présenterait comme une obligation. Si un jour je rencontrais quelqu'un qui me convenait, je le leur présenterais, de la même façon que n'importe quelle fille de n'importe quelle famille le faisait. Et si cette condition ne leur convenait pas, nous pouvions prendre de la distance, ce qui me ferait de la peine, mais que j'étais prête à accepter, parce que l'alternative, continuer à subir cette pression, était quelque chose que je n'accepterais plus. Ma mère s'était assise. Elle avait l'air épuisée, tout à coup, comme si quelque chose de lourd qu'elle portait depuis longtemps venait de lui être retiré des épaules, pas de manière douce, mais de manière abrupte et irréversible. Mon père avait fini par quitter la porte. Il était allé s'asseoir dans son fauteuil habituel. Il n'avait pas dit grand-chose ce soir-là. Après cela, il avait dit « Tu aurais pu nous parler ». Et j'avais répondu doucement « Je vous ai parlé pendant 3 mois. Vous n'avez pas écouté. » Un nouveau silence. Puis, le dîner va refroidir. Nous avions mangé, pas dans la joie, mais nous avions mangé. Le gourmet sabzi était bon, comme toujours. Darius avait parlé de son travail. La tension était encore là, comme une nappe d'eau sous le sol, mais elle ne débordait plus. Quand j'étais partie ce soir-là, ma mère m'avait embrassée à la porte avec une hésitation que je ne lui connaissais pas, comme si elle cherchait ses mots dans un geste. Et mon père m'avait dit, la main sur mon épaule, « Bonne nuit, ma fille. » Ces 3 mots, ce soir-là, valaient plus que tous les discours. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'avais envoyé un message à Camille. « Tout va bien. Merci d'être là. » Elle avait répondu un cœur. J'avais regardé les lumières de Paris défiler par la vitre, ces lumières que j'aimais sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Peut-être parce qu'elles me rappelaient que j'avais choisi cette ville, que j'avais choisi cet appartement, que j'avais choisi ce travail, que j'avais construit une vie qui m'appartenait, et que personne, jamais plus, ne pourrait m'en priver sans se heurter à ce que j'avais appris à être. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, parce que les histoires de famille ne s'arrêtent jamais vraiment à un seul soir, aussi décisif soit-il. Les semaines qui avaient suivi avaient été compliquées, ponctuées de silences lourds, d'appels téléphoniques, où nous parlions de la pluie et du beau temps avec une politesse de circonstances qui sonnait faux, de repas du dimanche auxquels j'avais d'abord cessé d'aller avant de recommencer, prudemment, à petite dose. Ma mère n'avait pas reparlé de Reza. Mon père non plus. Mais la chose n'était pas résolue pour autant. Elle était seulement suspendue, comme une question à laquelle on n'a pas encore décidé de répondre. Ce qui avait commencé à changer, lentement et de manière presque imperceptible, c'était la façon dont mes parents me parlaient. Pas en un jour, pas en un mois. Mais sur plusieurs mois, j'avais commencé à remarquer que mon père, quand je lui décrivais un dossier au téléphone, m'écoutait différemment, avec une attention qui ressemblait moins à de la politesse et plus à de l'intérêt véritable. Que ma mère avait commencé à poser des questions sur mon travail, pas sur mes collègues masculins, pas sur des questions indirectes de savoir si je rencontrais des gens intéressants, mais sur les dossiers eux-mêmes, les arguments, les issues. Qu'un dimanche de janvier, mon père avait dit à un ami de la famille qui se plaignait que sa fille travaillait trop, « Laisse-la. Une femme qui travaille, c'est une femme qui sait se défendre. » Ce n'était pas une révolution. Ce n'était pas une conversion soudaine. C'était quelque chose de plus petit et peut-être de plus durable. Un réajustement progressif de l'image qu'ils avaient de moi. Une image qui s'était construite sur 28 ans d'habitude et de projection et qui, ce soir d'octobre dans ce salon, avait été obligée de se confronter à quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Leur fille n'était pas une fille à placer. Leur fille était une avocate qui déposait des mains courantes et qui connaissait le code pénal. Leur fille était quelqu'un qui avait passé 3 mois à subir leur pression sans flancher et qui avait ensuite résolu la situation, non pas dans les larmes et les cris, mais avec la précision froide et méthodique d'une professionnelle. C'était peut-être déroutant, mais j'avais fini par le comprendre, une forme de respect que de les obliger à voir cela. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit encore et que je dois dire, parce que cette histoire ne serait pas honnête si je la présentais comme un triomphe sans ambiguïté. La nuit qui avait précédé ce dimanche, après avoir envoyé l'email à Camille et posté la story sur Instagram, j'avais pleuré pendant 1 heure. Pas de honte. Pas de culpabilité. Enfin, si, un peu de culpabilité. Cette culpabilité résiduelle, qu'on ne débarrasse jamais tout à fait, quand on grandit dans une famille qui a souffert et sacrifié, et qu'on est en train de leur tenir tête. J'avais pleuré parce que je savais que ce que je m'apprêtais à faire le lendemain allait changer quelque chose entre nous de manière irréversible, que certaines illusions allaient mourir dans ce salon,
pour eux et pour moi, et que les illusions, même les mauvaises, ont une chaleur familière à laquelle on s'habitue. J'avais pleuré parce que j'aurais voulu que ce soit différent. Que mes parents soient le genre de parents avec qui cette conversation aurait pu se passer autrement, sans la main courante, sans l'avocate, sans le réseau de témoins et de documents que j'avais dû tisser autour de moi comme une armure. J'aurais voulu qu'ils entendent le mot « non » et le respectent. J'aurais voulu ne pas avoir à mobiliser toute mon intelligence juridique et toute ma résistance émotionnelle pour défendre quelque chose d'aussi fondamental que le droit de choisir l'homme avec qui je vivrais. J'aurais voulu une autre histoire, mais on ne choisit pas l'histoire dans laquelle on est, on choisit seulement comment on la traverse. Et dans la façon dont je l'avais traversée, j'avais appris quelque chose que les livres de droit ne m'avaient pas appris, et que personne ne m'avait appris non plus, que la force ne consiste pas à ne jamais avoir peur. Elle consiste à avoir peur, et à agir quand même, à pleurer la nuit, et à sourire le lendemain. À préparer ces arguments avec soin, non pas parce qu'on est invulnérable, mais parce qu'on a décidé qu'on le deviendrait, par la rigueur et la méthode, et le refus de se laisser emporter par la panique. 6 mois après ce dimanche d'octobre, ma mère m'avait appelé un mardi matin pour me dire qu'elle avait regardé une émission sur les droits des femmes en France, et qu'elle avait trouvé ça intéressant. Ils ont dit que les femmes peuvent maintenant aller en justice si on les force à se marier. Je savais pas que c'était aussi sérieux. J'avais dit « Oui, maman, c'est très sérieux. » Il y avait eu un silence, puis elle avait dit « Tu viens dimanche ? J'ai fait du Faisenjan. » Et j'avais dit oui. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une explication. Ce n'était pas une reconnaissance officielle de ce qui s'était passé. Mais c'était une porte entr'ouverte. Et parfois, dans les familles, les portes entr'ouvertes sont plus importantes que les grandes déclarations, parce qu'elles permettent à l'air de circuler, lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce que la pièce soit de nouveau respirable. Reza Shirazi. Je devrais vous parler de lui aussi parce qu'il était dans cette histoire sans vraiment la comprendre, un personnage central qui n'avait peut-être pas choisi ce rôle plus que moi. Je l'avais croisé 2 mois après le dimanche d'octobre, par hasard, au mariage d'un cousin éloigné, auquel nous avions tous les deux été invités, et dont personne n'avait anticipé que nous y serions tous les deux. Il avait eu l'air gêné. Moi aussi, un peu. Nous nous étions salués avec une politesse de circonstance. Et puis, il avait dit, à voix basse, pendant qu'on attendait que le cortège passe, « Je voulais vous dire que je n'étais pas au courant de ce qu'ils avaient prévu. Ma mère m'avait juste dit que vous étiez d'accord. » J'avais regardé son visage. Il avait l'air sincère, ou du moins, il avait l'air d'un homme qui avait lui aussi été manipulé par sa famille et qui vivait avec cela. « D'accord, » j'avais dit, « je vous crois. » Et c'était vrai, je le croyais, parce que ça ne changeait rien à mon histoire, mais parce que l'injustice n'était pas la bonne réponse à l'injustice. Il m'avait aussi dit quelque chose que je n'attendais pas. « J'espère que ça va bien pour vous. Ce que vous avez fait, c'était courageux. » J'avais failli rire. Non pas d'un rire moqueur, mais d'un rire de surprise, parce que je n'avais pas attendu de validation de sa part, et que la recevoir était étrange, et d'une certaine façon, gentil. « Merci », j'avais dit. Bonne continuation. Nous étions repartis dans des directions différentes, et je ne l'avais plus revu depuis. Il m'arrive parfois, quand je travaille tard au cabinet, sur un dossier de divorce ou de protection de personnes vulnérables, de penser à cette soirée d'octobre et à ce qu'elle m'a appris sur le droit. Pas le droit comme discipline académique, mais le droit comme outil, comme chose réelle et concrète qu'on peut tenir dans les mains et utiliser pour se protéger. J'avais étudié le droit pour avoir un métier. Je me suis rendu compte que ce soir-là que je l'avais aussi étudié pour cela, pour avoir les mots exacts et les gestes précis qui permettent, quand on se retrouve dans une situation où quelqu'un plus puissant que vous essaie d'imposer sa volonté sur votre vie, de tenir, de ne pas céder, de sourire d'un sourire que personne n'a prévu. Mes amis m'ont demandé, après que je leur ai raconté cette histoire, si j'avais des regrets, si j'aurais fait quelque chose différemment. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. J'aurais voulu ne pas avoir à le faire du tout. J'aurais voulu une famille qui n'avait pas besoin d'être arrêtée. Mais dans le cadre de ce qui s'était passé, non, je ne regrettais rien de ce que j'avais fait. La main courante, les documents, l'avocate, le réseau de témoins. Ce sont des choses que j'aurais recommandées à n'importe quelle femme dans ma situation. Non pas parce qu'elles sont nécessairement suffisantes, parce qu'elles ne le sont pas toujours, mais parce qu'elles changent le rapport de force,
Elles le font sortir du domaine de l'émotionnel et du familial, où les femmes sont si souvent perdantes, et elles le placent dans le domaine du légal et du formel, où les règles, enfin, s'appliquent à tout le monde. Ce que je souhaite, en racontant cette histoire, ce n'est pas de me présenter comme une héroïne. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme qui a eu la chance d'avoir une formation juridique au moment où elle en avait besoin, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes qui se retrouvent dans des situations similaires, et c'est là l'injustice la plus profonde. La plupart des femmes confrontées à des pressions de mariage forcé n'ont pas de cabinet d'avocate à appeler, pas de formation pour rédiger une déclaration précise et horodatée, pas les mots exacts du code pénal au bout des doigts. Et c'est pour elles, autant que pour moi, que je dis ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et comment ça s'est terminé, pas comme un modèle parfaitement reproductible, mais comme une preuve que ça peut se terminer autrement que dans la soumission ou la rupture totale. Il y a des ressources. Il y a des associations, comme le planning familial, comme la Fédération nationale Solidarité Femmes, comme des permanences juridiques gratuites dans presque toutes les villes de France. Il y a des numéros à appeler. Il y a des professionnels formés pour cela. Il y a des procédures qui existent et qui fonctionnent. Et surtout, il y a une chose que j'avais fini par comprendre à force de travailler sur des dossiers qui ressemblaient, de loin, aux miens. La peur de blesser sa famille est réelle et légitime, mais elle ne doit jamais valoir plus que sa propre sécurité. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je vis toujours dans mon appartement du 7e. Je travaille toujours au cabinet Moreau & Associés, où j'ai été promue depuis l'automne dernier à un poste de collaboratrice senior. Je déjeune toujours avec Yaël le jeudi. Je vois mes parents une fois par mois environ, parfois 2. Ma mère me fait encore du gourmet sabzi. Mon père m'a demandé récemment mon avis sur un contrat commercial qu'il négociait. Darius attend un enfant, ce qui a mobilisé l'énergie familiale vers autre chose, avec un soulagement que je ne suis pas sûre d'avoir entièrement caché. Je ne suis pas en couple. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou parce que j'ai renoncé à l'idée. C'est parce que je travaille beaucoup et que les bonnes rencontres prennent du temps et que je ne suis pas pressée. Un jour, si je rencontre quelqu'un qui me convient, je le présenterai à mes parents. Avec toute la simplicité et toute l'honnêteté que j'aurais voulu que cette histoire soit depuis le début. Et si, à ce moment-là, mes parents ont des questions ou des réserves, nous en parlerons, comme des adultes. Parce que c'est ce que nous sommes désormais, maintenant que nous avons traversé ce qui devait être traversé, une famille d'adultes qui se respectent, maladroitement, imparfaitement, mais réellement. Et si jamais la pression recommençait, je sais exactement ce que je ferais. Parce que cette nuit d'octobre avant le dimanche, en pleurant dans mon appartement après avoir envoyé l'email à Camille, j'avais compris une chose définitive. On ne peut pas dénouer les nœuds d'une famille complexe en une seule soirée, et ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche à poser une limite claire, documentée, ancrée dans la réalité du droit et dans la réalité de sa propre vie. Une limite qui dit « jusqu'ici et pas plus loin ». Et cette limite-là, une fois qu'on l'a posée avec suffisamment de clarté et de courage, elle tient. Pas parfaitement, pas sans douleur, mais elle tient. Mon sourire ce soir-là n'était pas de l'arrogance. C'était la forme que prend parfois la liberté quand elle est enfin certaine d'elle-même.